Bonjour à tous, bienvenue à cette première édition de l'Adobe Experience Festival avec une table ronde consacrée aux tendances marketing et digitales des marques en 2019 et en 2020. Même si l'optimisation de l'expérience client était déjà dans les tablettes des directions marketing et digital en 2018, il semble que les consommateurs restent encore sur leur faim, ne percevant pas sa singularité ni la richesse de cette fameuse expérience client et encore moins sa complexité de mise en œuvre. La France serait-elle le mauvais élève de l'expérience client? Alors heureusement, fait rassurant, la dernière étude Digital Trends 2019 positionne l'optimisation de l'expérience client et sa personnalisation comme l'opportunité la plus excitante pour 2019. Reste maintenant à exploiter le champ des possibles, tour d'horizon des bonnes pratiques et des tendances observées avec nos invités qui ont fait de l'expérience client le levier de différenciation ultime pour renforcer leur avantage concurrentiel. Avec nous pour en parler, à ma gauche, Olivier Godard. Bonjour, bienvenue. Bonjour Majda. Vous êtes directeur e-commerce et solutions omnicanal de Monoprix, leader du commerce de centre-ville et filiale du groupe Casino. Oui. À vos côtés, Samuel Fischer-Ledru. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing anticipation de Boursorama Banque, la banque en ligne de référence et filiale du groupe Société Générale. Grégoire Argan. Bonjour. Vous êtes Head of Digital de PepsiCo France, acteur de référence mondiale sur les marchés boissons et produits alimentaires. Et à ma droite aussi, Henri Perret, bienvenue. Vous êtes principal analyste du cabinet d'études et de conseils Forrester. C'est ça. Alors la première priorité, je parlais en introduction de cette étude Digital Trends 2019 et la première priorité qui en ressort, qui émerge dans le cadre de cette étude qui a été réalisée auprès de plus de 12 000 CMO et CDO, porte sur la quête d'une meilleure expérience client. Et 88% des directeurs marketing et digitaux déclarent en avoir fait une priorité pour 2019. Comment est-ce qu'on peut définir cette notion d'expérience client? Olivier, pour vous, que recouvre justement l'expérience client? Alors, dans le monde alimentaire, et notamment dans le e-commerce alimentaire, ça recouvre en fait un certain nombre de sujets qui sont très vastes, puisque ça va en fait de l'expérience sur le site, mais ça va jusqu'à un niveau d'exigence important sur la qualité de préparation des produits, la façon dont on choisit les produits. On se parle de fruits et de légumes, donc on a tous en fait des attentes très fortes autour de ça. La chaîne de valeur est très longue, très large, et les clients nous attendent sur tous les sujets. Et il faut être capable d'être assez homogène sur tous ces sujets-là. Ça ne sert à rien d'être très très bon sur l'expérience site si derrière en fait on n'a pas une bonne capacité de livraison et si votre livreur arrive toujours en retard. Donc il y a une expérience client avec une exigence qui est très très globale, beaucoup plus que dans d'autres métiers, puisque en fait on est sur des paniers qui contiennent environ 50 à 60 articles par commande. Et donc du coup ça rend les choses encore plus compliquées. Donc j'ai envie de dire il y a beaucoup de sujets adressés et on essaie de choisir les sujets sur lesquels en fait il y a le plus de retours clients et de faire en sorte d'enlever de la contrainte côté client. Samuel, pour justement un acteur bancaire comme Boursorama, est-ce que c'est aussi une priorité, l'expérience client? Ah oui, ça en est une. Pour nous aussi, ça recouvre beaucoup de choses, l'expérience client, comme ça a été dit. C'est finalement l'expérience vécue, la perception client finalement de l'ensemble des interactions qu'il va avoir avec une marque tout au long de son cycle de vie. Et donc pour le domaine bancaire qui, je dirais, historiquement, n'est pas forcément une activité qui est très très sexy, comme par exemple les divertissements, on voit si on regarde la résultante finalement de l'expérience client qui est la satisfaction client, que des acteurs traditionnels ont beaucoup plus de mal à émerger, ils sont plutôt avec ce qu'on appelle des Net Promoter Score, donc des NPS qui sont plutôt négatifs. Et c'est dans cette brèche-là, finalement, que des nouveaux acteurs qu'on voit apparaître, comme les néobanques, sont entrés en se disant, finalement, on va essayer de faire de l'expérience client un différenciant fort, voire l'unique différenciant, ce qui est d'autant plus facile qu'ils ont peu de produits à proposer, donc ça reste quelque chose de très simple à proposer. Et ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est quand on regarde finalement des consommateurs, on voit qu'il y a un certain engouement pour des néobanques. Et finalement, en se disant, sur la base de l'expérience client, je suis prêt à faire confiance finalement à un établissement pour leur confier mon argent. Ce qui n'est pas forcément intuitif en se disant, finalement, je préférais avoir derrière un groupe bancaire solide ou pas. Et donc pour Boursorama, c'est très important parce que, comme je l'ai dit, cette expérience client, elle fait foi en termes de confiance qu'on peut avoir dans une banque.
C'est important aussi parce que derrière, pour nous, par rapport à nos signatures, la banque qu'on a envie de recommander, concrètement, c'est de la satisfaction client qui nous amène de nouveaux clients, qui nous amène également, bien sûr, de la fidélisation, une fidélisation plus importante, tant en termes de nombre de produits qu'en termes d'encours. Il y avait d'ailleurs une illustration de ça récemment, une étude McKinsey qui disait que aux États-Unis, pour les 25% des banques qui ont la meilleure customer satisfaction, donc satisfaction client, ils ont une croissance de leurs dépôts 50% supérieure aux banques qui ont, les 25% des banques qui ont la satisfaction client la moins importante. Donc il y a un vrai impact de l'expérience client et donc de sa résultante, la satisfaction client, sur finalement la fidélisation, sur la croissance du business, puisqu'on essaye de développer une relation profitable et durable finalement avec un client. C'est clair. Alors justement, pour un groupe comme PepsiCo, on le disait tout à l'heure avant de démarrer le tournage, un portefeuille de marques plutôt grand public qui est très bien connu, des marques très implantées. La notion d'expérience client, quand on est encore plus dans une relation d'intermédiation, ça représente quoi ? Alors pour nous, l'expérience client, ça reste l'expérience produit déjà. Donc on est présent sur un certain nombre de catégories de produits. Ce qui a changé avec le digital dans l'expérience client, c'est la façon à la fois de parler et de communiquer auprès de nos consommateurs. Des consommateurs de 15-24 ans qui sont de plus en plus connectés, qui passent de plus en plus de temps sur le mobile et moins devant la télévision. Ça veut dire qu'on adapte nos communications pour leur faire vivre une expérience client adaptée au mobile, avec des formats plus courts, adaptés aux réseaux sociaux. Et puis c'est aussi l'expérience d'achat, avec l'expérience en magasin, mais aussi en ligne. Et la France est un pays extrêmement développé en termes de e-commerce. Et là, effectivement, la relation et le travail se fait conjointement avec les distributeurs, parce que eux comme nous, gérons l'expérience du shopper, de l'acheteur en ligne. Donc, on a énormément d'initiatives pour améliorer l'expérience d'achat en ligne avec les distributeurs. Et c'est gagnant pour eux et comme pour nous. Bon, vous nous direz comment ça fonctionne. Henri, alors justement, on l'a entendu là avec les 3 retours d'expérience de marque, l'expérience client, il n'y a pas photo, c'est la priorité numéro 1 des directions marketing et digital. Seulement 52%, je lisais dans la fameuse étude Digital Trends, 52% des directions marketing digital estiment que leur entreprise n'est pas suffisamment mature pour piloter, pour orchestrer une expérience meilleure. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce retard en France en l'occurrence ? Il y a un retard effectivement français parce qu'on n'a pas tellement l'habitude et une culture du service, je pense. On voit bien par plein d'exemples de genre vous embarquez dans une déviation et puis au bout de 3 signes de déviation, il n'y a plus de signes. Eh bien, on s'est foutu du client en fait, ou du citoyen. Et ça, on le retrouve un petit peu partout. Même les Américains ont trouvé un mot pour dire combien justement le français était capable de détourner justement ces moyens de customer experience qui n'étaient pas forcément optimaux. C'est le terme de débrouillardise. Ils ont même adopté ce terme-là dans un article pour montrer que ce terme très français de système D, de débrouillardise, d'être capable de contourner justement les problèmes et les choses. Alors, ça n'incite pas évidemment les marques à faire tout le travail qu'elles devraient faire, évidemment, pour arrêter ces problèmes puisqu'en fait, la première étape de la customer experience, c'est de faciliter et d'être efficace en face du client. Il faut que le client il puisse effectivement cliquer en 3 clics, obtenir quelque chose. On voit malheureusement que un certain nombre de banques ou d'organismes bancaires, maintenant, au lieu d'avoir 3 clics, il en faut 5. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sécurités, parce qu'il y a des tas de choses comme ça. Tout ça, ça va à l'encontre justement de cette expérience client qui permettait la facilité, qui permettait la simplicité. On va dans une deuxième forme d'engagement qui sera l'émotion. Et ça, c'est une deuxième manière d'engager avec le client qui sera de plus en plus importante avant de rentrer dans une troisième phase d'engagement avec le client qui sera d'engager avec ses valeurs parce que le client voudra de plus en plus consommer suivant ses valeurs. Donc voilà un peu tout le chemin qu'il y a à accomplir et c'est pour ça probablement, parce que aussi le marché français peut être un peu plus mature, probablement un peu plus formé, un peu plus à l'écoute aussi de ce qui se passe, surtout au niveau de la nourriture par exemple et de tous les scandales qui arrivent. Et c'est pour ça que le client est moins satisfait probablement en France. D'accord.
Alors la deuxième priorité qui a émergé aussi de cette étude Digital Trends porte sur la donnée, sur la Customer Intelligence. Comment est-ce qu'on peut avoir effectivement une Customer Intelligence suffisamment exhaustive pour concocter les meilleures expériences? Alors Samuel, je reviens vers vous. Dans le secteur bancaire, vous êtes un tiers de confiance. Vous disposez de data, de pléthore de données. Justement, quels sont vos enjeux autour de la donnée? Comment est-ce que vous la collectez? Comment est-ce que vous l'activez? Alors c'est vrai qu'on est, en tant que banque en ligne, un acteur qui finalement a en sa possession un certain nombre de données, beaucoup de données. Déjà, on est très transparent sur l'utilisation qu'on fait de cette donnée. On a vu RGPD est passé par là, mais on n'avait pas attendu RGPD pour se dire que finalement, il fallait être très transparent dans ce qu'on faisait des données personnelles de nos clients. Donc avec ces données, finalement, quand on reparle d'expérience client, on se dit finalement, si je veux designer une expérience client qui soit à la hauteur, je vais essayer de faire rencontrer des besoins clients avec une promesse, des valeurs potentiellement, et d'essayer de créer cette expérience sur les différentes interactions que je peux avoir. Et pour faire ça, forcément, il faut la connaissance client. Et donc, nous, on s'appuie fondamentalement sur des données sociodémographiques, sur des données bancaires, sur des comportements, sur des données de navigation aussi, puisque on est une banque en ligne et donc on a une application et on a un espace client sur lequel le client peut réaliser un certain nombre de transactions. On utilise toutes ces données finalement pour essayer de concevoir une expérience, c'est-à-dire un produit, un service qu'on veut malin, qu'on veut à l'écoute du client, voire un parcours aussi bien sûr, améliorer nos parcours au fil du temps. Et il y a aussi un autre type de données dont on parle un peu moins, c'est finalement notre capacité à avoir une rétroaction, donc à savoir finalement par rapport à ce qu'on a proposé, si ça convient ou pas à nos clients. Donc on va forcément essayer de les sonder en essayant de mesurer la satisfaction client à chaud, après une interaction avec la marque, que ce soit un appel téléphonique, que ce soit la fin d'un parcours, ou à froid, en disant plus globalement, est-ce que vous êtes content de Boursorama ? Pour essayer justement toujours d'optimiser ce qu'on peut faire. Mais on ne se contente pas de faire ça, on regarde aussi la qualité de notre production finalement. Est-ce qu'on est au rendez-vous en termes de, il n'y a pas de bug technique? Est-ce que notre service est bien disponible? Est-ce qu'on répond à l'ensemble de nos clients? Et on regarde aussi finalement, on écoute de manière spontanée ce que nous disent les clients. Donc c'est là où on se déplace plutôt dans la sphère de tout ce qui est social listening en se disant finalement je suis à l'écoute du web, je suis à l'écoute de ce que mes clients, mes prospects ou d'autres individus peuvent penser et peuvent dire de Boursorama. Et tout ça permet finalement de mettre sous pilotage, d'identifier les points durs, les moments où il faut qu'on soit présent avec une bonne réponse pour faire à la fois traiter l'insatisfaction et puis aussi faire évoluer nos produits, nos services et continuer à avoir un taux de recommandation de plus de 90% aujourd'hui parmi nos clients. D'accord. Je reviens vers vous, Olivier. La data aussi, vous prenez la data everywhere. La data est au centre décisionnel de l'entreprise, elle est partagée par tous. Comment est-ce que vous faites pour réconcilier justement les multiples données qui proviennent du site web, des points de vente, du CRM, pour avoir cette vision unique du client ? Donc, c'est vrai qu'en fait, de plus en plus, on travaille en 360 au sein de l'entreprise parce qu'en fait, on se rend compte qu'un indicateur isolé n'a pas toujours la pertinence nécessaire. Et de plus en plus, on travaille avec des équipes de data mining sur, ne serait-ce que, ça peut paraître évident aujourd'hui, mais d'être capable en fait de poser de la data ensemble, de créer le lien et de comprendre en fait comment dans le parcours client, tout à l'heure on parlait d'un parcours client qui était assez vaste. En fait, le parcours client, il va passer par des problématiques de performance sur le site, donc ce qu'on peut voir chez Boursorama. Donc on va mettre ça en ligne, on va regarder la partie taux de conversion, etc. Derrière, on va regarder la vitesse à laquelle on prépare les commandes, on va regarder le Net Promoter Score que les clients nous renvoient, on va regarder le nombre d'appels au service client. Et c'est quand en fait, on additionne toutes ces informations qu'elles créent de la cohérence et qu'elles permettent d'optimiser, si on revient à ce sujet de la data, pourquoi faire, donc pour améliorer le parcours client. Quand on se rend compte que sur un sujet, on a un NPS, on n'est pas bon sur l'exactitude de l'horaire de livraison et qu'en même temps, on se rend compte que quelque part dans la performance, on a un système informatique qui ralentit, on arrive à trouver des causes
Et en fait, c'est la somme de toutes ces choses-là, et ça ne se fait pas tout seul. Ça demande du monde, ça demande des cerveaux, parce que souvent on parle de machines, mais ça demande des cerveaux et ça demande de l'intelligence pour être capable, en fait, à partir d'un signal faible, qui avant était perçu comme étant juste un signal dans son coin, qui était inexpliqué, on soit capable de remonter à l'origine et de régler les problèmes à leur origine. Alors on n'est pas dans la BI, on n'est pas dans quelque chose d'hyper sophistiqué, mais on est dans la capacité qu'on a aujourd'hui à interpréter notre donnée et à la mettre autour de la table tous ensemble. Et ça, on fait ça toutes les semaines, pendant 1 heure, on a un groupe de travail où toutes les semaines, on analyse tous les indicateurs du site. Justement, j'allais vous poser la question de votre organisation autour de la donnée. Comment vous fonctionnez ? Aujourd'hui, on a une équipe qui est chargée en fait de l'assembler et de donner de la cohérence. Et après, on a un groupe de travail qui est un peu de 360 dans l'entreprise, qui va être présent toutes les semaines sur un comité de pilotage, où on va analyser ces indicateurs-là, on va essayer de trouver les solutions et essayer de comprendre ensemble. On essaie de ne pas faire une analyse en silo, de se dire alors moi sur mon site c'est super, la performance est au top, regardez mes indicateurs sont bons au suivant, mais on essaye en fait d'avoir une vision complémentaire et 360 de ces sujets. C'est clair. Merci. Grégoire, pour PepsiCo, alors vous, la data, elle intervient dans votre capacité à mieux cibler, à mieux segmenter. Que faites-vous concrètement ? Alors effectivement, la data, elle n'est pas forcément chez nous, elle est avec nos partenaires médias qui nous permettent de mieux cibler les consommateurs en fonction de leur centre d'intérêt, d'avoir du coup les communications les plus pertinentes. Elle est aussi chez les distributeurs et on fait énormément d'analyses poussées des parcours d'achat pour comprendre à quel moment on peut mieux adresser notre consommateur en ligne. Donc ça fait 2 ans maintenant qu'on développe énormément ces analyses de parcours d'achat sur les sites des distributeurs. C'est des choses qu'on faisait assez bien en magasin. On est dans une culture d'entreprise qui connaissent très bien les parcours d'achat en magasin. En ligne, c'est des démarches assez nouvelles pour nous. Et du coup, on fait ça avec un certain nombre de distributeurs. Et pour aller plus loin, en fait, puisque la data ne donne pas tout, la data peut nous donner une analyse de parcours d'achat et nous dire le temps passé sur telle ou telle page, à quel moment on peut le mieux adresser une bannière publicitaire ou un nouveau produit à un consommateur. Mais elle ne nous donne pas forcément l'émotion. Et c'est pour ça qu'on continue également à faire des interviews, des interrogatoires. Cette semaine, on interviewe un certain nombre de clients de chez plusieurs distributeurs. On va chez eux pour comprendre, quand ils font leurs courses en ligne, comment ça se passe, quelles sont les émotions justement, quels peuvent être les irritants et comment on peut les aider à mieux acheter en ligne et à mieux transformer, aider le distributeur derrière en disant voilà, on a identifié que nos consommateurs ont du mal à tel moment du parcours d'achat. Donc c'est complémentaire de la data. Henri, justement, qu'est-ce qui fera que le consommateur pourra accéder de plus en plus des données pertinentes, bien entendu, utiles pour les marques, mais aura confiance et pourra céder ces données, les partager plutôt. Le céder, c'est pas très juste. Partager ces données alors qu'on est dans ce contexte de méfiance, peut-être. Oui, on est dans un énorme contexte de méfiance et la France est d'ailleurs un des pays et des peuples les plus défiants. Il y a des études sur le sujet, aussi bien sur les vaccins, par rapport à tout organisme. En fait, ça date de la Deuxième Guerre mondiale, à peu de choses près. C'est vrai que la notion de confiance est extrêmement importante. Il faut comprendre que dans ce cycle marketing-là qu'on est en train de vivre avec le Customer Experience, l'avantage, c'est justement cette espèce de boucle de feedback continuelle et immédiate quasiment que l'on obtient. Et c'est vrai que quand on va vers cette deuxième forme d'engagement entre les marques et le consommateur qui va justement vers l'émotion, on va aussi aller chercher des informations sur le sentiment, l'analyse de sentiment des utilisateurs. Alors ça se fait par l'analyse de sentiment sur Facebook, mais ça se fera demain de plus en plus sur les téléphones en filmant le consommateur et est-ce qu'il est content, pas content. On va le voir sur les GAB-DAB bancaires, les distributeurs de billets bancaires où on aura des caméras qui permettront de faire ça. Dans les magasins, on aura des caméras un peu partout qui permettront de voir si le gars est perdu dans le linéaire, etc. Donc cette boucle de feedback sur l'émotion, elle commence à venir et ça permettra de nouveau de commencer à comprendre comment on veut de plus en plus déclencher cette émotion positive, puisque évidemment les marques veulent déclencher une émotion positive. Quand le client est perdu et qu'il cherche et qu'il ne retrouve pas la couleur de son produit parce qu'on vient de changer la couleur du packaging ou quelque chose comme ça, il est énervé, quoi. Donc on veut au contraire arriver vers cette boucle d'émotion. Le problème, c'est effectivement comment va-t-on faire pour garder cette confiance-là ?
Et un certain nombre de marques qui n'auront pas mis en place un certain nombre de garde-fous autour des marketeurs, à trop utiliser cette boucle de feedback pour tout et pour rien, vont se retrouver extrêmement avec des problèmes. Et des problèmes de boomerang, c'est-à-dire en fait le client dira « Attendez, vous m'espionnez partout et vous êtes infoutu de me satisfaire. Comment ça se fait ?» Et là, ça va, effectivement, l'émotion et la colère va monter extrêmement rapidement. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire et à rentrer dans un système de confiance avec le client, où le client y voit de la valeur pour lui. Et ça, c'est ce que les marques n'ont pas encore complètement compris, c'est que ce n'est pas uniquement en facilitant et en étant facile, etc., que l'on arrivera à rentrer en harmonie avec ces valeurs. Plus on va aller vers le service, moins il y a de différenciateurs sur le produit, plus à ce moment-là, les valeurs prennent de l'importance dans le différenciateur et la recherche continuelle de différenciation des consommateurs. La troisième priorité, et ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit, c'est dans la continuité, la data permet de personnaliser, la data permet de contextualiser et finalement d'apporter une expérience plus riche, plus pertinente. Grégoire, justement, cette contextualisation, personnalisation, elle se traduit comment ? Alors, on peut, je pense globalement que effectivement, les distributeurs français ont encore une marge de progression importante sur la personnalisation en ligne. Il y a déjà un point pour vendre nos produits et que les taux de conversion soient le mieux adaptés possible. Nous, on travaille concrètement, par exemple, sur des visuels qui sont adaptés au mobile. Il y a de plus en plus de consommateurs qui font leurs courses en e-commerce en mobile. C'est 35% à peu près en moyenne sur les sites des distributeurs alimentaires. Pour certains, c'est beaucoup plus. Et du coup, quand on vend un produit alimentaire sur un mobile, on est obligé d'adapter le visuel parce que si on veut avoir toutes les informations et pouvoir cliquer en un clic acheter le produit, il faut aménager le visuel du produit. Quand on vend un paquet de chips avec un multipack avec 8 sachets, il faut qu'on comprenne qu'il y a bien 8 sachets dedans, extraire un des petits paquets pour qu'on comprenne que c'est 8 paquets. C'est aussi simple que ça, mais cette expérience-là, un certain nombre de distributeurs y arrivent maintenant, mais c'est une façon de s'adapter. Puis après, la personnalisation, ça peut être en fonction de certains critères. On a fait chez PepsiCo depuis 2 ans des bannières météo-sensibles pour pousser des produits comme le gazpacho Alvaillé. C'est un produit qui est très bon et qui est encore meilleur quand il fait chaud. Donc on pousse des bannières publicitaires en fonction de la météo sur les sites des distributeurs. Donc ça, c'est des exemples concrets de personnalisation. Ok. Olivier, pour Monoprix, justement, la personnalisation, c'est aussi essentiel sur l'ensemble du cycle de vie du client et l'ensemble du parcours. Quel type de personnalisation activez-vous et voilà. Quel type de personnalisation activez-vous, s'il vous plaît ? Nous, on a beaucoup appris du partenariat qu'on a créé avec Ocado. Comme vous le savez, en fait, on a monté un partenariat. Donc, on verra l'arrivée du site en 2020. Et on travaille au quotidien avec eux. Ocado, il faut le savoir, c'est le premier retailer au monde dans l'alimentaire. Numéro 1 dans le monde, pure player alimentaire. Et forcément, on a à apprendre de choses de gens qui ont autant d'expérience. Et en fait, on a appris des choses qui étaient très pragmatiques. C'est-à-dire que notamment, en fait, la notion de... Ça paraît évident quand on le dit, mais quand on achète un produit et qu'on l'achète souvent, c'est qu'on l'aime. Et quand on l'aime et qu'on est en train de faire ses courses, le premier truc qu'on a envie, c'est qu'on nous le mette sous le nez, plutôt qu'on ait besoin d'aller le chercher. Et donc, on a développé quelque part des solutions sur notre site actuel qui permettent à des clients de retrouver facilement les produits qu'on appelle les produits favoris et qui font qu'à n'importe quel moment du site, dans votre navigation, on va toujours vous faciliter le fait de trouver ces produits-là. Ça n'empêche pas qu'on sera capable de promouvoir de la nouveauté, de l'innovation, mais on va surtout en fait faire en sorte de vous faciliter le parcours d'achat parce qu'en fait, comme on le disait tout à l'heure, le but du jeu, c'est de faciliter la vie du client, de minimiser la contrainte et de maximiser le plaisir. Et faire ses courses, pour ceux qui ont essayé, je vous invite à le faire sur monoprix.fr, quand on fait ses courses alimentaires, ça prend un peu de temps. Parce qu'on revient tout à l'heure, on disait c'est 40, 50 produits, c'est un casse-tête pour les enfants, la famille, donc c'est pas forcément un moment toujours de plaisir, mais il faut que ça le soit. Et en fait, on trouve des pistes comme ça autour de la data. Alors pour le coup, la data, elle est toute simple, hein. C'est qu'est-ce que vous achetez souvent, qu'est-ce que vous aimez, et ce truc-là de se dire systématiquement quand vous allez aller sur une page catégorie des bouteilles d'eau, je vais faire remonter en haut les produits que vous aimez. Et je ne vais pas forcément vous pousser les promotions,
les promotions, vous saurez les trouver, mais je vais d'abord me préoccuper de vous et de faire en sorte que si vous voulez cette eau-là, je vais vous la mettre en avant. Et ça, c'est vraiment des choses assez nouvelles sur lesquelles on travaille. Et puis derrière, on a encore d'autres projets pour aller encore plus loin, mais je trouve que cette étape-là de l'utilisation de la data pragmatique, elle est assez intéressante parce que c'est pas rocket science comme truc. Quand on le pose sur la table, ça paraît évident. Après, ça demande quand même un peu de techno pour le mettre en œuvre et le faire proprement. Mais c'est que du bon sens et on voit que les clients aiment ça. Et en termes de retour sur investissement, l'impact, il est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on mesure, hein, je ne pourrais pas vous donner de chiffres, vous vous en doutez bien, mais ce qu'on mesure quand même, c'est aujourd'hui en fait le taux de produits qui sont mis au panier à partir de ces listes de favoris. Et on voit qu'en fait, le taux est assez important. Donc c'est vraiment un plébiscite de la part des clients. On leur facilite la vie. Alors, Samuel, pour Boursorama, la personnalisation vous permet à votre niveau d'être encore plus rapide dans l'entrée en relation avec le client et pour son activation aussi. Alors, j'ai une petite vidéo que je vais vous proposer de regarder qui illustre un peu la personnalisation, jusqu'où on peut aller. On regarde. Everybody on the floor! This is a robbery! Don't move! Get down! Don't move! Get down and stay down! You move! Money! Money! Open the floor! Mr. Johnson? Eric Johnson? How does she know your name? I don't know. Your mobile app pinged us when you walked in. Looks like you were on our website and thinking about buying a house. You moving out, man? I need my space. You may think you can't afford a new home, but we have some amazing new rates. I could text them to you. Oh, those are fantastic. And Mr. Davis? Yeah, it's me. Did you click on one of our emails about consolidating your student loans? Maybe. Oh, well, we can help you with that too. Hey, what are you doing? This is a robbery, remember? We gotta go! Come on! Can I lock those rates in on the app? Well, of course you can, sugar. Thanks. La personnalisation, c'est comme ça dans le secteur bancaire? Pas tout à fait encore, je pense, mais ce que je trouve intéressant dans cette vidéo, au-delà de l'aspect personnalisation, il y a trois choses que je trouve intéressantes. La première, c'est finalement l'aspect phygital, dont on entend beaucoup parler, et qui est un véritable enjeu pour les acteurs traditionnels de la banque, du coup, de se dire finalement, on voit bien, la conseillère rebondit finalement sur un événement lié à un clic sur un email ou à un abonnement, un clic sur une bannière ou autre. Donc là, il y a bien une connexion entre les différents canaux et c'est ce qui est parfois très compliqué, notamment chez des banques traditionnelles. La deuxième chose que je trouve intéressante, c'est le côté banque invisible. On parle beaucoup en ce moment du concept de banque invisible, notamment DBS, qui est une grosse banque asiatique, dans le sens où finalement la banque doit devenir invisible dans les parcours, dans les expériences de vie des clients. Et donc là, en l'occurrence, la banque s'intégrerait finalement de bout en bout dans une recherche d'un bien immobilier, par exemple. Et donc ça, je pense que c'est aussi intéressant. Et la dernière chose, et je rebondis un petit peu sur le concept de confiance, parce que moi, en voyant cette vidéo, je me dis finalement, est-ce que j'ai envie qu'on me ping, que mon application me ping quand j'arrive dans une agence bancaire? Je ne suis pas certain. Mais en tout cas, ça pose la question de l'équilibre fragile, peut-être finalement de ces limites qu'on doit fixer, jusqu'où un consommateur, un individu est prêt à aller en confiant ses données pour avoir finalement une expérience qui soit la plus personnalisée possible. Et pour nous, c'est clé parce que finalement, s'il veut de la simplicité, de l'intuitivité sur une interface, ça veut dire qu'il faut qu'on soit très très épuré dans le design, ça veut dire finalement qu'il faut qu'on fasse des choix pour lui. Nous, entreprise, je parle. Et fondamentalement, ce choix, il peut être fait au bénéfice du client et ou au bénéfice de l'entreprise. Et je pense qu'il faut qu'il prenne cette décision finalement de confier ses données, le consommateur, à une entreprise en toute connaissance de cause, en se disant finalement, j'ai confiance dans cette entreprise, elle va utiliser mes données à bon escient pour m'apporter en effet un bénéfice, et donc je suis prêt à en effet concéder l'utilisation de mes données pour avoir plus de personnalisation. Et chez Boursorama, donc pour en venir à la personnalisation chez Boursorama, je pense que ça passe, comme ça a été dit, notamment par finalement des travaux importants en termes d'UX, donc d'interface dans tous les customer journées, que ce soit bien cohérent en termes de canaux aussi, comme on l'a vu ici, mais sauf que nous, on n'a pas d'agence physique, donc c'est uniquement dans l'univers digital, mais il y a pléthore de canaux dans l'univers digital.
Il y a un deuxième aspect, forcément, c'est la personnalisation des sollicitations, à la fois en push, donc des emails, des SMS, mais aussi en pull sur les espaces clients, que ce soit cohérent sur l'ensemble des canaux, que ces interactions elles soient les plus finalement personnalisées possibles en termes de déclenchement. Le déclenchement, il faudrait qu'il soit idéalement tout le temps lié à un événement client, pas un événement dépendant de la marque. Que le message soit adapté, que le produit et le service soient adaptés. Donc on rentre dans tout l'aspect personnalisation, recommandation. Et tout ça, ça passe forcément par, et aussi travailler potentiellement le message, voire le visuel en fonction du client. Tout ça, ça passe forcément par des analyses de données plus ou moins pointues. Et on est un peu dans la même logique de se dire, commençons très pragmatiques et soyons plutôt sur des choses qui nous permettent de scorer des clients, d'avoir une démarche prédictive très très simple, avec des données pas forcément multiples, pour pouvoir proposer quelque chose sur lequel on a un petit peu la main, on comprend un peu ce qui se passe, plutôt que de partir sur des choses qui sont vraiment en boîte noire pour nous comme pour le client. D'accord, merci. Alors Henri, je reviens vers vous. Donc finalement, l'expérience client, quand on écoute les retours d'expérience, a un vrai impact bien entendu sur le business. Et cette expérience client doit devenir, ça c'est une expression que j'ai lue dans les articles Forrester, une discipline d'entreprise à part entière, qui implique des changements culturels aussi, des changements organisationnels. Lesquels sont-ils ? Alors, en fait, ce que l'on voit apparaître de plus en plus, c'est surtout des customer advocacy un petit peu positionnés, non plus uniquement au niveau du marketing, mais beaucoup plus transverses à l'intérieur de l'entreprise. Et entre autres aussi, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des limitations dès que l'on commence à rentrer dans le digital, que vous citiez tout à l'heure, c'est en fait l'employé expérience doit être en ligne avec l'expérience client. Il n'est pas question de faire une expérience client si en fait nos employés utilisent encore des applications qui ne sont pas adaptées, qui ne sont pas évidemment à offrir le meilleur service pour leurs clients. Donc tout ça, ça va nécessiter de plus en plus de tenir compte de manière extrêmement transverse, tout à fait comme vous l'avez décrit, cette notion d'expérience client qui doit toucher toutes les strates de l'entreprise. C'est compliqué aujourd'hui parce qu'on n'a pas le modèle organisationnel qui serait orienté véritablement vers ça. On a des modèles organisationnels qui sortent encore de les lines of business supportés par un certain nombre de shared services, de services support, qui sont les ressources humaines, les achats, etc. etc. Mais ces services support sont très souvent optimisés pour les coûts, pour des notions de coûts, et les services de line of business sont plutôt orientés clients. Mais il n'y a pas de transversalité entre ces lines of business. Il n'y a pas un client transverse sur les lines de business. Donc, il y a des nouveaux rôles, il y a des nouveaux, comment je dirais, des rôles qui ne sont pas forcément haut placés à l'intérieur de l'organisation, mais qui doivent profiter de leur transversalité pour adresser les problèmes transverses de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment un élément fondamental. Alors, on retrouve des architectes d'entreprise, on retrouve des customer advocacy, on retrouve un certain nombre de rôles aussi dans le design thinking qui vont pousser à avoir ces rôles transverses. Il faut que les entreprises les reconnaissent, ces rôles transverses, et que ces rôles transverses ne soient pas les fusibles. Parce qu'ils sont souvent les fusibles. C'est souvent eux que l'on accuse de ne pas avoir traité tel ou tel problème. Alors qu'en fait, ils n'ont pas les moyens souvent de le faire, puisqu'ils doivent le faire avec les différentes parties de l'entreprise, qu'ils doivent mettre en commun pour y arriver. Alors il y a des organisations, que ce soit Carlos Ghosn ou chez Michelin, avec les organisations en réseau, pour essayer de justement régler des problèmes. Eh bien, on aura de plus en plus de problèmes transverses comme ça, réglés par des organisations en réseau, qui seront transverses par rapport aux organisations très hiérarchiques. Parfait. Dernière question, on a encore quelques minutes, sur vos autres priorités. On a parlé de personnalisation, on a parlé bien entendu d'expérience, qui est finalement la priorité chapeau pour l'ensemble des marques, de la data. On a parlé aussi. Olivier, quelles sont les autres priorités digitales qui s'imposent à Monoprix ou qui ont été choisies par Monoprix plutôt? Alors, celles qui s'imposent, c'est naturellement de s'occuper des clients qui sont dans nos magasins physiques, et ils sont nombreux, et donc on travaille beaucoup aujourd'hui sur l'expérience client aussi en magasin et comment le digital peut amener de l'amélioration. On a sorti il y a maintenant quelques mois une application qui s'appelle Monopizy qui permet en fait de s'auto-encaisser sur des petits achats du quotidien, un sandwich, une boisson, et qui permet d'enlever de la contrainte. On est toujours sur
finalement, en fait, digital, magasin, même combat, on minimise la contrainte, on maximise le plaisir. Donc ces applications-là nous permettent, et elles sont directement connectées avec tout l'univers web qui est derrière, puisque charger un catalogue, c'est une compétence web, maintenir une application qui soit capable d'être efficace. Donc on voit bien qu'on a des compétences web qui commencent à rentrer dans les magasins, sur lesquelles les directeurs sont intéressés, parce qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose qui se passe, et du coup, on les forme et on leur explique comment ça fonctionne. Et il y a vraiment, en fait, quelque part, à travers ces outils-là, une vraie transformation qui est en train de se mettre en place du digital dans le magasin. Nous, chez nous, ça a pris d'abord la vision de l'application client qui est autonome, mais demain, il y a plein d'autres applications autour des étiquettes électroniques et plein de projets comme ça sur lesquels on est en train de travailler. Samuel, pour Boursorama. Oui, alors de notre côté, toujours dans cette démarche d'expérience client, finalement, notre objectif, c'est d'arriver à trouver des parcours qui doivent être améliorés en priorité. Je pense que sur cette partie entrée en relation, on peut toujours faire mieux. On peut rendre encore plus simple l'entrée en relation d'un client avec une banque. Donc, notamment avec l'aide de technologies qui permettent de reconnaître des documents, par exemple, et qui permettraient d'être encore plus rapide et encore plus simple dans le parcours d'entrée en relation d'un nouveau client. Il y a des parcours aussi finalement de recherche d'informations. Pour nous, on veut que le client soit complètement autonome, donc on doit être pédagogue et on doit aussi lui donner l'accès à l'information le plus facilement possible. Et c'est vrai qu'avec notre chatbot Elliot, on a aussi pour vocation à orienter le client qui ne trouve pas sa réponse assez rapidement sur son espace client vers des éléments de réponse. Il y a ça, et puis il y a aussi des travaux qu'on fait sur les canaux plutôt d'interaction. Le canal voix en est un important pour nous. On était la première banque en France à se lancer avec des interactions voix et Google Assistant. Et donc on va poursuivre cette démarche-là pour aller plus loin dans l'utilisation de ce canal qui offre une grande simplicité et encore une fois dans l'expérience client. Après, on va continuer bien sûr à travailler sur ces interactions sur les différents canaux qui se répondent les unes les autres de manière bien scénarisée. Et puis on va surtout faire attention à optimiser nos dépenses marketing digital parce que c'est un enjeu clé aussi pour nous, comme je pense pour tous. Donc on a beaucoup de choses encore à faire sur ce sujet-là. Merci. Grégoire ? Nous, on a un enjeu qui est le Drive to Store online. En fait, on veut faire converger tout ce qui est investissement média vers les magasins ou les points de vente en ligne. Concrètement, on a mis en place là, depuis l'année dernière sur toutes nos communications publicitaires sur Facebook, sur YouTube, les boutons Click to Buy qui redirigent vers les sites des distributeurs où les produits sont référencés. On s'est rendu compte que ça répondait à un besoin. Le community manager dans notre équipe nous disait quand on présente un nouveau produit, on a une campagne de communication, souvent les premières questions ça a l'air super, ce nouveau gazpacho ou ce nouveau jus de fruits, mais est-ce que je le trouve dans mon magasin ? Et là, du coup, ça répond à un service et puis surtout, ça draine du trafic puisqu'à chaque fois, on communique à des millions de personnes sur ces médias sociaux et ça les redirige vers les sites des distributeurs où ils peuvent du coup acheter le produit en un clic. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Merci. Et Henri, alors pour le mot de la fin, s'il y avait une urgence ultime qui s'impose aussi aux marques, ça serait laquelle ? Nous, on pense que depuis à peu près 10 ans que j'ai commencé cette recherche, que les marques vont se diriger de plus en plus pour se différencier vers les valeurs, et les valeurs des consommateurs. C'est par exemple dans le monde bancaire, on veut investir dans des banques qui n'investissent pas dans les entreprises qui font des armes, ou bien qui n'investissent pas dans Israël, ou qui n'investissent pas... Bref, peu importe, je n'ai pas de jugement par rapport à ça, mais je pense qu'il y a de plus en plus de recherche de qu'est-ce que je fais avec mon argent et comment je veux le faire. On va vers un consommateur, que l'on appelle consommateur, mais qui vote de plus en plus avec son portefeuille. Et pour nous, les marques devront de plus en plus s'attendre à faire quelque chose par rapport à ça. Alors certaines marques, on en discutait en préparant, PepsiCo a démarré il y a 10 ans déjà ce genre de réflexion en disant il faut qu'on fasse des choses pour ce qu'ils appellent purpose, c'est-à-dire en fait de faire des choses bien pour la planète. Et c'est vrai que ça va de plus en plus cette demande-là. Les marques ne sont pas encore prêtes à communiquer par rapport à ça. On voit par exemple Gillette qui a été attaqué récemment avec une publicité pour dire c'est quoi un homme, c'est pas forcément un macho, c'est pas ça le bon comportement. Et on a vu plein de gens et on a vu surtout les médias actuels
dire regardez tous ces machos qui sont à dire non et qui ne vont pas le faire. Regardons plutôt l'aspect positif, c'est-à-dire regardons ce que ça a apporté effectivement avec un certain nombre de gens qui vont dire moi je vais aller voir cette marque-là parce qu'elle m'intéresse, parce qu'elle communique sur quelque chose qui est important. Et donc c'est aujourd'hui encore un enjeu où on se découvre. On a besoin de faire beaucoup de recherche, de compréhension de ce que vont vouloir les consommateurs. Surtout un consommateur qui change très vite, extrêmement vite. Et donc aujourd'hui, on n'aura pas aussi, un des éléments que l'on fait dans notre recherche, cette fameuse boucle de feedback, de personnalisation que l'on voulait, on ne l'aura pas sur les valeurs. Et il ne faut surtout pas chercher à l'avoir. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, les marketeurs chercheront à communiquer ou à faire changer vos valeurs, ce qui est très dangereux. Ça s'appelle la manipulation de masse, ce qui a été utilisé pour élire Trump. Donc, mais il y a des choses qui arrivent pour essayer de faire que l'on puisse, en masse, savoir et prédire ce qui va se passer. Eh bien, merci beaucoup pour vos retours d'expérience et à très bientôt pour une prochaine table ronde. Merci. Merci à vous.